Merci beaucoup. Je suis désolé, on est obligé d'avancer, mais on va accueillir Cédric Guillard, qui va venir nous présenter son travail de quelques années. Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. C'était passionnant ce matin et j'en discutais avec Romain Janil, avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Et tous ces sujets en fait nous parlent sur la modélisation, la simulation urbaine, d'environnement, la reconstruction d'objets manufacturés. Là, on va être sur un autre sujet. Donc, nous, on est spécialisé dans la modélisation et l'animation de personnages 3D. On fait ça avec deux objectifs, donc depuis 12 ans. Le premier objectif, c'est de pousser toujours plus loin le niveau de photoréalisme, la fidélité, la précision sur la reproduction de personnalités existantes. Et de l'autre côté, de participer à démocratiser, à généraliser l'usage de ce qu'on appelle les humains 3D, donc les digital humans, pour un certain nombre de secteurs. Et comme on a fait ça en avance du marché, ce qui est un euphémisme pour dire que quand on a commencé, en fait, il devait bien y avoir 2 doublures par an en France. On a eu la chance de travailler avec les plus grandes sociétés qui étaient elles-mêmes en avance et en anticipation sur ces marchés. Alors je vous rassure, aujourd'hui, c'est plus que d'actualité, c'est même en croissance exponentielle. Mais cette position nous a également permis de travailler avec un certain nombre de personnalités, des acteurs, des chanteurs, des athlètes. Un petit spot sur juste petit hommage. Un petit Juste hommage. l'image d'avant. Alors, sur... Excuse-moi. tout à fait. Hop. Comme je te disais, j'ai pas la Voilà. zapette. Avec Michael Lonsdal qui a eu l'occasion Tout à fait, de venir chez nous. Voilà, et qu'on a ramené l'école Méliès chez Cédric pour travailler sur sa personnalité qui était extraordinaire. C'est un homme vraiment merveilleux qui nous a quittés, mais qui a beaucoup compté aussi dans l'histoire de l'école Méliès. Oui, oui, et puis dans le cinéma. Non, non, c'était un véritable honneur et une chance que tu nous as apporté de pouvoir travailler avec lui. Donc, ce qu'on fait, c'est des doublures numériques. Les doublures numériques, c'est des modèles 3D en images de synthèse qui vont reproduire l'apparence, l'expressivité, le jeu de personnes. Donc, on fait ça par analyse et reconstruction d'acquisitions détaillées pour livrer des modèles qui sont prêts à l'emploi. Donc, c'est des modèles statiques, c'est des modèles animables ou c'est des modèles animés qui vont pouvoir être utilisés pour produire des séquences qui ne peuvent pas être réalisées par des moyens traditionnels. Donc, c'est des séquences d'action, des cascades ou des modifications de l'apparence, du rajeunissement, comme c'est le cas par exemple sur ces séquences de patinage où l'intégralité des séquences ont été réalisées à partir de la doublure numérique de Margot Robbie, mais aussi pour pallier l'indisponibilité ou malheureusement la disparition de personnes. Donc là, on a refait vivre sur scène un chanteur qui est décédé il y a plus de 10 ans, au Zygodome, donc l'équivalent de Bercy. On fait ça également pour de la publicité, de l'habillage télé. Et on a développé des systèmes qui permettent de produire des rigs et des modèles prêts à être intégrés sur le développement des applications interactives. Donc en tout premier lieu, les jeux sous licence, les simulations sportives, mais également des applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée, en ligne, sur mobile holographique. Et au bout de 12 ans, on a une relative fierté de couvrir tous les médias et toutes les plateformes sur cette problématique. Donc j'ai oublié de le préciser, mais j'ai créé cette société avec Christian Guillon, qui est un très grand superviseur des effets visuels, et on a naturellement commencé par l'industrie cinématographique. Alors, comment on fait ça? Donc on produit ces modèles par une technologie propriétaire qui se nomme la photométrie. Et la photométrie se différencie de la photogrammétrie par le fait qu'on va se fonder sur une calibration de la lumière. Et à partir de l'analyse de la façon dont la peau, les yeux, la bouche vont refléter, diffuser, réfracter la lumière, on va pouvoir caractériser non seulement ce qu'on appelle une normale spéculaire, donc la vraie géométrie indépendante des biais liés à la brillance ou à la translucence de la peau, mais également des textures de matériaux, une caractérisation optique qui va nous permettre de remettre cet individu dans n'importe quelle condition de lumière et d'action. Donc
La présentation n'est pas à jour, puisque aujourd'hui on livre naturellement des maps qui sont en 8K, voire en 16K. Et on s'intéresse également à caractériser ce qu'on appelle l'espace expressif d'un individu, c'est-à-dire ses capacités de déformation faciale ou liées à la gestuelle, qui ont trait au mouvement des muscles, mais également au visème, c'est-à-dire le pendant visuel de la locution en fonction de la langue, avec différents effets de co-articulation, et puis les expressions émotionnelles, primaires et secondaires. Et on va intégrer la reconstruction de ces différentes déformations faciales au travers d'une structure qu'on appelle un rig. C'est un setup qui permet de contrôler à différents niveaux les degrés de liberté d'un visage. Donc ce qui est intéressant sur notre sujet, c'est que contrairement aux exposés qui nous ont précédés, nous, on peut faire le présupposé d'une connaissance de la structure d'un visage, de la structure d'un humain. On ne dispose pas d'un modèle, puisqu'on ne peut pas construire de manière procédurale un humain. Par contre, on sait qu'une tête, c'est toujours homéomorphe à une sphère avec 3 trous, et en fait, on bénéficie de ces a priori pour aller mener l'acquisition de toutes les informations et simplement les informations qui sont nécessaires. Par exemple, dans le cadre d'un visage, on a tous 104 degrés de liberté et on s'est intéressé avec le Trinity College à caractériser le nombre minimal de poses qu'il est nécessaire de capturer de manière extrêmement fine pour aller reproduire de manière exacte le sourire, l'expressivité d'un individu en fonction de ses capacités expressives. Donc là, vous avez un exemple du niveau auquel on arrive aujourd'hui en temps réel sur Unreal. Et si j'ai un peu de temps, j'espère pouvoir en faire une démo en temps réel. Donc c'est un niveau qui était équivalent à celui qu'on pouvait avoir sur du précalculé il y a, je sais pas, 5 ans ou 7 ans, et ça se rapproche à chaque fois. Donc un visage, c'est extrêmement fin, on en a parlé. Donc nous, on est capable de caractériser, par exemple, la morphologie globale et détaillée jusqu'à 13 microns. On n'est pas dans l'échelle du millimètre, on est à l'échelle du micromètre, parce qu'un millimètre pour un visage, c'est une montagne. Et puis, on va aller caractériser les rides liées à ces déformations faciales, la façon dont les vaisseaux sanguins vont se dilater en fonction de l'intensité de ces déformations, de façon à reproduire avec le maximum de fidélité un individu particulier et en donner les capacités d'édition et de contrôle. Donc là, on est dans le champ de ce qu'on appelle les doublures numériques, donc la reproduction de personnes existantes, vivantes ou décédées, ou indisponibles. Mais on a dans le champ de la 3D temps réel plein de nouveaux cas d'utilisation qui arrivent. Et donc, notamment, les personnages virtuels pour lesquels on est capable de créer des blend shapes, donc des données de déformation faciale qui sont plausibles en fonction de la morphologie de l'individu. Donc ça, c'est un premier champ en fait, d'utilisation de nos technologies. On en a un second qui correspond à ce qu'on appelle des influenceurs virtuels. C'est-à-dire c'est des personnages qui n'existent pas, qui portent le caractère design en fait, d'une personne, mais qui vont apporter en fait, la communication d'un produit ou d'une marque pour aller fédérer des communautés, des réseaux sociaux, et ça se fait de plus en plus en temps réel parce que ça permet de générer un maximum de contenu. Donc on a travaillé avec Trevor, donc le fondateur de Brud, au tout départ de la naissance de Michaela, qui aujourd'hui réunit 3 ou 4 millions de followers sur Instagram. On a également développé des solutions en 2018 pour permettre de faire de la captation de mouvements, mais de manière un peu plus aisée, et notamment au travers de téléphones mobiles. Donc au départ, on l'a fait à partir d'un iPhone. On a fait ça pour Cory Strasburger, qui est un des premiers clients qui s'est intéressé en fait, à cette technologie et qui a gagné le prix Real Time Live du SIGGRAPH, pour
de nouveaux modes de production de motion capture allégés et qui permettent de faire des films d'animation en 3D temps réel. Et puis on s'intéresse aussi à toutes les approches liées au machine learning, notamment pour faire et pour détecter ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire la capacité à reproduire la performance d'un individu. Alors nous on essaye de le faire dans le cadre de productions qui sont bornées en général avec l'accord des personnalités. Pas toujours, comme ça a été le cas pour Harry Shearer, qui s'est permis effectivement de faire un clip vidéo. Voilà, donc c'est des nouveaux modes de production. Je souhaitais vous en présenter un autre qui est vraiment au cœur de nos technologies. C'est la capacité de caractériser des espaces de visage pour permettre de générer et de paramétrer des individus réalistes. Donc c'est fait à partir de l'analyse statistique d'un certain nombre de modèles qu'on a capturés, reconstruits, pour aller former un espace continu d'individus. Et aujourd'hui, on est sur le développement de ce type d'approche, mais pour du temps réel et notamment intégré à Unreal. Donc on est sur quelque chose qui est très proche de MetaHuman en termes d'approche, ce qu'on appelle les Morphable Models, les FaceSpace, qui ont été développés par Thomas Vetter début 2000, avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Et en fait, vis-à-vis de ces capacités, nous, on offre à nos clients la possibilité de choisir des clusters de population en termes de genre, de classe d'âge, de groupe ethnique, pour aller conserver en fait toutes les imperfections, toutes les aspérités qui sont spécifiques à des individus ou à des classes de population, pour passer d'une représentation photoréaliste mais générique à quelque chose qui est beaucoup plus spécifique et adapté aux besoins d'une production, et notamment dans le cadre des virtuelles productions, pour générer de la foule qui peut elle-même être animée de manière procédurale, et notamment avec Golem. Voilà à peu près ce que je souhaitais vous présenter sur notre activité. Si vous avez des questions, naturellement, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions au fur et à mesure? On peut l'applaudir. Travail extraordinaire. Alors, il n'y a pas de questions? C'est étonnant ça. Ah bon? Ah. Ils veulent une démo. Mais on va essayer, oui. Donc, ce que je souhaitais vous présenter, j'ai oublié de le préciser alors que c'est extrêmement important. Donc on est une petite structure de 20 personnes aujourd'hui, peut-être 30 l'an prochain, établie sur Paris et bientôt sur Monaco aussi, avec une petite boutique à Monaco. Mais la spécificité de notre activité fait qu'on a besoin de vraiment faire la jonction entre des expertises extrêmement complémentaires. Donc il s'agit d'ingénieurs, de docteurs de haut niveau, très souvent spécialisés en analyse d'image ou en machine learning, et de l'autre côté, des infographistes, donc des infographistes généralistes avec une spécialisation soit en modeling, soit en rigging, soit en animation, en lighting. Et une des fiertés qu'on partage, c'est vraiment cette capacité à pouvoir se parler, à pouvoir s'enrichir avec des démarches, avec des approches extrêmement complémentaires qui vont justement de velléité d'analyse et de reconstruction ou de génération procédurale portée par le monde des ingénieurs, et de l'autre côté une volonté de contrôle, de pousser encore plus loin le niveau de réalisme et de design de ces types d'individus. Oui, donc voilà à peu près où on arrive aujourd'hui sur Unreal 5 en termes de niveau de qualité. Avec toujours la capacité d'être sur du temps réel
en lighting comme en animation. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle par exemple une simulation d'OLAT, One Light at a Time. C'est quelque chose qu'on peut comparer très directement avec nos systèmes de capture, puisque nos systèmes de capture nous permettent de simuler n'importe quel éclairage en fonction de l'intensité, en fonction de la direction, en fonction de la longueur d'onde. Et donc on a la capacité de mettre en regard à la fois ce qui a été capturé et ce qui est reconstruit et ce qui est intégré. Voilà. Des questions? Oui. Merci de. Je ne vais pas avoir une question technique en fait sur le produit que je trouve fabuleux en termes de réalisation, mais par contre c'est l'impact juridique. C'est parce qu'en fait qu'il couvre à ce niveau-là, c'est parce que là bon, on fait vraiment ce qu'on veut, presque, pratiquement. Mais alors il y a deux aspects, il y a l'aspect exploitation d'une image, mais il y a, et que je détache de l'aspect deepfake, puisque là on est sur d'autres aspects juridiques, mais juste... Un, deux, trois. Ouais. Non, c'est une excellente question et je suis vraiment ravi que vous nous la posiez parce que, en fait, dès le premier jour de la société, et encore plus aujourd'hui, la réalité de notre activité, c'est qu'on est une activité à la fois technique et juridique. Donc on lit la réalisation de nos modèles, et là je vais vraiment différencier les doublures numériques des digital human, donc doublure numérique, reproduction d'un individu existant, de la modélisation et l'animation de personnages virtuels. Mais donc on réalise ces captations, ces reconstructions et l'exploitation de ces modèles dans le cadre de contrats de création, de gestion et d'exploitation des droits de propriété et des droits à l'image, qui font l'objet d'un contrat tripartite entre le producteur, nous et la personnalité ou ses ayants droit. Voilà. Et ça s'effectue toujours dans ce cadre. C'est tellement important aujourd'hui vis-à-vis de la croissance de l'utilisation de ce type de modèle, puisque donc initialement on était sur l'industrie cinématographique, après on a couvert toute l'industrie du divertissement, on a fait des liens avec la cosmétique, la médecine esthétique. Aujourd'hui on travaille sur énormément de verticales marché avec des industriels, avec des enjeux liés à la formation, mais aussi la sécurité et la défense. Et ça n'est qu'un début. Vous voyez bien en fait les sommes, les investissements massifs qui sont réalisés pour développer les métaverses, avec l'enjeu de nous immerger, chacun de nous. Et donc cette problématique qu'on rencontre avec les personnalités de plus haut niveau, elle est en train aujourd'hui de se décliner de manière naturelle sur des hommes de pouvoir, des hommes politiques, mais aussi des grands patrons, des VIP, pour au final toucher chacun de nous et les simples citoyens. Et ce qu'on souhaite, c'est effectivement proposer un nouveau chemin que celui qui pourrait nous être imposé par des grandes sociétés américaines pour conserver le contrôle sur notre représentation. Ceci d'autant plus que cette représentation, ce modèle 3D, qui est un modèle visuel, mais qui est aussi un modèle sur le plan audio, sur le plan comportemental, et qui va très vite rejoindre l'identité 3D, va être en complément, voire une partie de nos activités dans la journée. Voilà, certaines études... donc, une des facilités que je partageais avec Franck, c'est que donc on est parti il y a 12 ans avec Christian, et c'est pas qu'on parlait dans le désert, mais on faisait 95% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et en Asie. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'études de marché qui nous permettent de dire, voilà comment ça pourrait se passer. Et vis-à-vis de ça, ces études mentionnent qu'une certaine partie de notre temps, une certaine partie de notre activité va être réalisée non pas dans le monde physique, mais dans le monde numérique. C'est vrai pour les objets, c'est vrai pour les personnes.
Et donc il s'agit de prendre en compte cette extension des droits à l'image sur un sujet qui est extrêmement fin, puisqu'il touche à l'identité, mais également parce qu'il est juste à la frontière entre le droit à l'image et le droit d'auteur. Donc on est également sur un paysage où, même en Europe et en France, où on est vraiment en avance et où on souhaite vraiment maîtriser les données personnelles, on est encore sur un paysage où il y a des filets dans la raquette qu'il s'agit de compléter. Voilà. Et on s'y est attelé depuis le premier jour, et aujourd'hui encore plus, avec, en complément de nos activités de prestations techniques, un positionnement revendiqué d'agents de doublure numérique pour justement assurer ce contrôle et cette maîtrise des personnalités sur leur représentation. Vous avez la même réflexion avec la société de ce matin, en fait, Art Graphique et Patrimoine, sur les lieux, en fait, qui scannent. Et il y a des grosses choses qui sont en train de se préparer. On essaye de monter un colloque sur spécifiquement, en fait, ces questions d'éthique avec l'État. Donc Art Graphique et Patrimoine et Cédric, porté par Cap Digital, le pôle de compétitivité qui est partenaire. Et on est nous-mêmes à l'origine de toute de ce bordel. Voilà. Ça nous rajeunit pas? Non, pas du tout, non. Mais c'est vrai que Christian Guillon et toi, vous avez été vraiment avec une lanterne dans le désert pour commencer sur le personnage virtuel. C'était quand même magique. D'autres questions? Oui? Question d'internaute. On a vu beaucoup de visages superbement bien animés. Question sur les mains. Est-ce que aussi vous les scannez? Est-ce que vous scannez le corps entier? Est-ce que vous scannez, vous pouvez riguer les mains, etc. Alors tout à fait. Oui, oui. Là, on a fait un focus vraiment sur le visage parce que c'est ce qui porte, voilà, ce qui porte l'émotion. C'est aussi l'interface la plus naturelle en termes de communication homme-machine. Ça, on pourra en parler. Mais un des enjeux des métaverses, c'est vraiment ce qu'on appelle les agents conversationnels. Donc l'intégration d'interfaces beaucoup plus humaines, beaucoup plus émotionnelles. Mais oui, on fait les corps entiers. On a des systèmes dédiés. On a un système dédié au corps entier, et on fait également des parties, et en particulier sur les mains. Donc on le fait en synthèse d'image. Notamment, on a travaillé avec, je vais y arriver, Andy Wood, qui est le mannequin main le plus connu au monde. C'est-à-dire, grosso modo, à chaque fois que vous voyez des mains, que ce soit sur un hamburger ou sur un téléphone mobile ou sur autre chose, c'est lui. Et on a eu la chance de faire ses mains. Mais on le fait aussi, ou en tout cas c'est en développement, pour des applications liées à la cosmétique ou à des enjeux plus liés à l'analyse d'image. Okay. Il y avait une autre question. Qu'est-ce que vous utilisez pour le scan? Alors, tout notre pipeline est propriétaire. Donc, appareil photo. Alors, donc, on fait ce qu'on appelle de la photométrie, pour lesquels on a conçu un système donc, qui est fait à la fois de capteurs et d'illuminants. Les illuminants, par exemple, pour le système tête, c'est 1600 LED, dont on contrôle très précisément chacune des variables. Et de l'autre côté, c'est un mélange entre des appareils photo, des DSLR, mais aussi des caméras matériaux qu'on a conçues et qui nous permettent justement de faire cette dissociation entre la vraie couleur d'un visage et puis la brillance qui est liée à la lumière. Et puis dans la couleur, on va pouvoir différencier l'albédo de la translucence qui est liée à la réfraction entre le derme et l'épiderme. Même chose au niveau de la brillance, on va séparer l'intensité spéculaire de la roughness. Et puis on va raffiner ça de façon à trouver une vraie information géométrique qui va être intégrée pour retrouver la géométrie. Donc c'est des technologies d'acquisition, d'analyse qui permettent cette séparation, de reconstruction, donc qui s'effectue sur un processus différent de la photogrammétrie. Donc on a entendu parler de Reality Capture, Photoscan, d'autres logiciels. Et puis également au niveau de la définition de rigs propriétaires qui sont en complément des rigs que vous pouvez trouver dans MetaHuman. Il ne s'agit pas non plus il s'agit pour nous d'assurer l'interopérabilité avec naturellement toutes les plateformes. Et sur l'animation, on a développé un certain nombre de solutions que vous pouvez retrouver en ligne,
au travers d'une plateforme en ligne qui se nomme Polywink et qui vous permet de bénéficier sur des étapes particulières de production et pas forcément sur des enjeux liés aux doublures numériques, mais sur tout type de tête, donc sur des personnages stylisés, cartoon, mais aussi sur des chats, des animaux, des hamburgers, de bénéficier de nos capacités de génération, par exemple de blend shape associé à la morphologie, de définition de rigs spécifiques avec différents niveaux de qualité, des solutions de vidéo tracking ou de text-to-speech and animation pour aller guider l'animation à partir d'un texte. Et on continue en fait de développer. Il y a une équipe de R&D dans la société extrêmement brillante et pushy qui continue de proposer des nouvelles solutions pour participer à la démocratisation et à la généralisation de l'utilisation de ces personnages 3D. Et du coup, vous vendez que du service ou vous vendez aussi du logiciel? Alors, on ne vend pas de logiciel. Il nous arrive de licencier des systèmes, mais c'est dans le cadre de contrats cadres avec des partenaires extrêmement proches. Mais non, pour répondre à votre question, on est vraiment des fournisseurs de services. On est du data as a service. Soit on le fait de gré à gré pour des industries particulières, l'industrie du divertissement, l'industrie de la cosmétique, pour des industriels sur des besoins d'influenceurs virtuels ou autres. Soit on le fait en mode SaaS, c'est-à-dire sous la forme de plateforme en ligne. Oui, c'est polywink.com. P-O-L-Y-W-I-N-K. C'est une plateforme qu'on a lancée en 2018 pour répondre à quelques amis très gentils avec nous qui nous disaient « Ouais, c'est sympa vos technologies, on aimerait bien les utiliser ». Aujourd'hui, on a 1500 clients sur 50 pays. Ça répond voilà, à un vrai besoin et on n'est qu'au début parce que en fait, ce qui est en train de se passer, au-delà de nos histoires, donc vous avez bien senti que au départ c'était pas gagné et puis là aujourd'hui il y a un enjeu, c'est également la prise en compte du média 3D comme le média principal du Web 3.0 et donc toutes nos activités sont favorisées par cette prise en compte. Oui. Moi j'ai une question, quelque chose qui m'a frappé, c'est la reproduction des yeux. Est-ce que vous travaillez sur la finesse de la reproduction des yeux pour qu'ils transmettent mieux les expressions, parce que c'est crucial dans l'expression d'un visage? Oui, c'est fondamental. Mais alors, encore une fois, c'est une très bonne question. Parce que vu de loin, un humain, c'est hyper simple en fait. On se dit, bon, on va capturer, allez, ok, on va aller un peu plus loin sur un plan géométrique, on va aller un peu plus loin sur le plan des matériaux. Puis après, on se rend compte que, ah non, mince, il y a encore les cheveux. Puis il y a les cils, il y a les sourcils. Puis après, on fait les habits. Puis quand on arrive là, on se dit, ouais, c'est bon, je fais le tour. Et en fait, pas du tout. Parce qu'après, il y a le fait qu'on va le rendre animable et animé. Et là, tout joue. Et donc, pour répondre à votre question sur la reproduction des yeux statiques en pose neutre, une pose neutre n'existe pas, mais sur une pose particulière, on a beaucoup travaillé. Je pense qu'on a des résultats qui sont intéressants en temps réel et en CGI où c'est presque indiscernable d'une photo dans la même pose. Par contre, sur la retranscription des déformations faciales, sur le globe oculaire et sur le suivi des yeux, non, on n'en est pas encore là. Mais on travaille dessus. On y arrivera. Mais c'est des bons interlocuteurs quand ils sont dessus. Encore une autre question. On a encore le temps de prendre une autre question, peut-être à distance ou physique, ou je sais pas. Qui connaissait déjà la société? Ah, un petit peu quand même. Oh, une question? Pardon. J'ai une question concernant la question des textures. Quand vous parliez tout à l'heure de blend shape et de déformation des vaisseaux sanguins et tout ça, comment ça se traduit? C'est-à-dire qu'il y a des fondus de textures, d'une roughness à une spéculaire ou autre, ou une texture très avec beaucoup de veines, comme le SSS, et après on passe de l'une à l'autre. Comment ça se Oui, fonctionne en fait, avec c'est le map même principe que les wrinkle maps.
Ou je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand on va aller capturer et reconstruire un visage neutre, systématiquement, on fait des poses à 360, mais on fait aussi deux expressions extrêmes. Ces expressions extrêmes, elles vont nous permettre, dès le départ, c'est-à-dire sans savoir si on va aller reconstruire l'ensemble de l'espace expressif de l'individu ou des expressions particulières ou les générer, puisqu'on est capable de les générer, on va pouvoir faire un suivi fin de la déformation du relief mésoscopique et microscopique. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur les wrinkle maps. Je ne vais pas dire que c'est un classique, mais ce principe, en fait, il est fait au travers d'un blending des maps de displacement et de normal. C'est un peu plus fin sur les normales parce qu'il faut suivre l'orientation du relief. En fait, c'est le même principe qui est appliqué sur les autres maps, mais effectivement sur les maps de translucence. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière extrêmement fine en précalculé et qu'on va approximer en temps réel. Mais si vous l'avez vu déjà dans Maya, dans le viewport 2.0 de Maya, vous l'avez déjà. On voit déjà ces... Je vais essayer de vous le retrouver, peut-être sur une autre diapo. Oui, une question? Moi, c'est plus une réaction d'un point de vue technologique et création et recherche, c'est juste incroyable. Par contre, moi, je suis actrice et du coup, vous me faites transpirer. Parce que une fois que... En fait, moi, la peur que j'ai, mais je pense que d'un point de vue juridique, de toute façon, ça a été posé, mais une fois que tout sera parfaitement pris de mon corps, de ma façon de bouger, etc., qu'est-ce qui fait... En fait, enfin, moi, je ne sers plus à rien. Non, mais... Donc, c'est une question qui nous a été posée depuis le départ. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que pour certaines choses, pour le jeu vidéo, enfin, plein de choses, je comprends que ce soit hyper utile et génial, mais dès qu'on va venir à du cinéma, par exemple, voilà. Eh ben, en fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre, mais c'est pas de la rhétorique, c'est-à-dire la réalité de nos cas d'utilisation tous les jours, parce que on est en anticipation sur un plan technologique au niveau des métaverses. Mais nous, ce qui nous fait vivre tous les jours, c'est des cas d'utilisation extrêmement concrets. Le premier cas d'utilisation, c'est une extension en fait des capacités de l'acteur, soit pour des raisons de sécurité, soit du fait de limitation de capacité, mais on peut parler de la maîtrise d'un instrument de musique ou d'un sport de haut niveau. C'est des cas d'utilisation qu'on a fait très concrètement, où l'acteur, l'actrice n'avait pas la possibilité, n'avait pas forcément les capacités de réaliser ces actions. Le deuxième point que j'aimerais vraiment souligner, en particulier pour des actrices pour lesquelles on sait qu'il y a une tranche d'âge qui peut être difficile, c'est vraiment d'arriver à découpler la performance, le jeu d'acteur, de l'apparence. Et alors là, ça va très très loin, parce qu'on parle des rajeunissements, on parle du maquillage virtuel, mais on parle aussi de stylisation. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de vous plonger, de prendre votre jeu d'acteur, mais sur des films qui sont à la limite de l'animation 3D. Donc il y a Tintin, il y a Avatar, mais il y a des choses encore beaucoup plus fines que ça, qui correspondent à des nouveaux cas d'utilisation. Donc ça, c'est l'extension, c'est notre activité qui correspond à la même chose que l'extension décor pour un chef décorateur. Voilà. Pour les décorateurs, non, je pense pas que AGP ou d'autres sociétés leur aient piqué leur travail, pas du tout. Ils l'ont étendu, ou les tontons truqueurs pour faire des scènes de découverte. Ils ont étendu en fait leur champ d'action, et très souvent en collaboration avec eux. Nous, on est très heureux de pouvoir travailler avec des maquilleurs, de pouvoir travailler avec aussi des chefs-op, des chefs déco, et pour lesquels on va intervenir sur des plans extrêmement particuliers, mais pour lesquels, si cette doublure numérique n'était pas présente, la séquence n'aurait pas existé, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une extension des capacités dans le temps et dans l'espace. Donc dans le temps, on en a parlé avec des indisponibilités, avec malheureusement parfois des accidents, des garanties de bonne fin sur les films. C'est des cas très concrets aussi.
Mais dans l'espace, c'est la capacité pour des chanteurs. C'est un cas très concret que je vous dis. Bon, naturellement, il y a des clauses de confidentialité qui font qu'on ne peut pas tout partager. Mais au niveau des catégories de cas d'utilisation, on peut le faire. Donc un chanteur, ça lui permet d'étendre sa performance pour faire 3 concerts, là où il en aurait fait 1. Ou pour faire un concert sur Fortnite, avec une audience qui est différente, avec une communauté qui est différente. Et puis après, naturellement, il y a tous les aspects liés aux applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de jeux vidéo. Et de plus en plus, il y a des personnalités qui viennent d'un secteur. On va prendre des athlètes. Et ces athlètes, en fait, ils sont dans les jeux. On a collaboré au dernier FIFA en capturant et en reconstruisant un certain nombre d'équipes de foot. Mais aussi, ces personnes, on leur demande de faire des publicités. Et ils ont des engagements. Et parfois, ils ne peuvent pas répondre à tous leurs engagements. Ceci d'autant plus que c'est sur des plans qui sont extrêmement réduits et qui doivent se faire dans un autre lieu que là où ils doivent s'entraîner, avec des enjeux qui sont extrêmement lourds. Et parfois, on leur demande aussi de faire des documentaires, on leur demande de faire de l'événementiel, on leur demande de faire du cinéma. En fait, plus les disponibilités, donc c'est un troisième cas d'usage qui est différent, mais plus leurs disponibilités sont contraintes, plus ils voient un bénéfice à avoir une doublure numérique qui est gérée, qui est maîtrisée, qui va être appliquée avec leur accord dans les conditions qu'ils auront souhaitées. C'est ce que j'ai complètement fait moi-même, en fait. Totalement. C'est que je dois retourner tailler de la pierre sur des chantiers de cathédrale, mais je ne peux pas diriger l'école Méliès aussi. Donc j'ai fait faire ma doublure numérique à Cédric avec mes élèves, quoi. Exactement. Notre question. T'as fait gaffe, toi, là. Je Allez, surveille mes il faut anciens lui demander élèves avec son cette accord pour marionnette l'avoir. numérique parce que... Question d'un producteur. Est-ce que les compagnies d'assurance vont pas nous obliger bientôt à avoir intégralement la doublure numérique des acteurs principaux dans un film? Ça fait partie d'une des lignes dans le colloque qu'on veut monter sur ces droits-là, par exemple. Ah ouais, non, mais décidément, on sent qu'il y a une audience qui est vraiment brillante. C'est une des premières discussions qu'on a eues avec les agents de célébrités à Beverly Hills sur les garanties de bonne fin. Et pardon? Et quels étaient les pires? Non, mais c'est donc quand on en a parlé, on a été invité à faire une intervention qui était de l'ordre de la mocap sur les écrans verts. Enfin, vous voyez, quelque chose d'extrêmement technique. Et on leur a montré en fait que c'était possible. Et ils nous ont dit ouais, c'était intéressant, mais bon, pas plus que ça. Bon, aujourd'hui, WMI, ils scannent l'intégralité des personnalités qui signent. Et ils le font avant tout pour des garanties de bonne fin. Ils ne le font pas avec un enjeu de on va revendre ces données. C'est pour s'assurer que s'il y a un problème, ils auront effectivement la possibilité de se reposer sur ce modèle. Parce que ce n'est pas quand vous avez eu un accident, je parle lorsque la personnalité a eu un accident, qu'il s'agit de faire sa doublure numérique. Il faut avoir fait les captations avant. Oui. Alors, toujours dans le prolongement, alors, parce que dans ces cas-là, il y a un acteur qui manque dans ceux que vous avez informés, enfin, le producteur, comment dire, les ayants droit, le comédien, enfin oui. bon, voilà, les différents intervenants, mais il y a aussi le public. Et le public, lui, il n'a pas cette info. Donc, il faut que l'on sache, que le public sache si c'est un... Parce que là, on est dans le cadre du deepfake, en fait. Totalement Pour d'accord. moi, on est dans le cadre Oui, du deepfake, même si c'est un contrat pour une bonne fin de tournage, etc. Totalement d'accord avec vous. Alors, on va quand même faire la différence entre des œuvres de fiction ou des contextes dans lesquels vous savez que l'image que vous êtes en train de regarder n'est pas forcément la réalité. Je parle quand on rentre dans une salle de cinéma, lorsqu'on va mettre un film sur Netflix, ou etc. Et dans ce cas-là, il y a les crédits à la fin qui permettent de retranscrire une réalité. Bon, il y a eu des cas, notamment aux Oscars, où certaines actrices l'ont pas mentionné. Mais encore une fois, je différencierai ce cadre pour lequel, si l'audience est attentive, elle peut savoir vraiment la réalité de tel plan ou de tel plan. Par contre, des deepfakes notamment qui sont faits sans l'accord de la personne et surtout
sans avoir un message au niveau de l'audience. Donc effectivement, dans notre démarche d'agence, on prône d'avoir un message qui avertit l'audience que l'image qu'il est en train de regarder est soit une reproduction par d'autres modalités d'acquisition, soit une image synthétisée par ordinateur de la personnalité. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Cédric pour ton travail. Beaucoup. Merci beaucoup.